vous regardez RTL. 7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. D'abord, un petit mot d'Olivier Dussopt qui a été nommé secrétaire d'État à la fonction publique vendredi. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les fonctionnaires, ce jeune ministre. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait un ministre ou un secrétaire d'État chargé de la fonction publique, parce que M. Darmanin a beaucoup de dossiers et il avait peu tendance à laisser les gros dossiers fonction publique sur le côté, parce qu'il avait le budget, etc. Donc qu'il y ait quelqu'un qui suive la fonction publique, qui est un dossier brûlant en ce moment. C'est un signe de reconnaissance quand même pour les fonctionnaires. On va voir quelles sont les propositions. Mais en tous les cas, je rappelle d'ailleurs que je demande toujours à ce qu'on ait un vrai débat sur le rôle et les missions du service public. Le président, comme ses prédécesseurs, s'y est engagé, mais ça n'a toujours pas démarré. On verra s'il répond à votre main tendue. Olivier Dussopt, qui était d'ailleurs socialiste jusqu'à vendredi, il a été viré. Vous aussi, vous êtes toujours au PS Non, ils m'ont pas demandé ma carte. Alors donc. Comment ça, ils n'ont pas demandé votre carte? Vous l'avez, vous cotisez? Non, je l'ai pas. Ils m'ont pas demandé. Donc, mais ils sont tous barrés chez Monde, d'après ce que j'ai compris. Donc vous étiez hier. Encore un petit mot d'Olivier Dussopt qui a défendu au Sénat un budget contre lequel il a voté à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Cette conversion, ça vous inspire quoi sur le fond? Écoutez, c'est leur responsabilité. Moi, je veux pas rentrer dans leur responsabilité ou leur irresponsabilité? Non, mais il fait un choix. Il savait bien. Je suppose que quand il allait être désigné secrétaire d'État, ce serait sorti qu'il avait voté contre. Maintenant, on verra ce que ça donne. Écoutez, moi, c'est les actes qui comptent. Non, pas lui, pas plus qu'un autre. Vous n'êtes pas choqué par ce type de contorsion? Ah non, écoutez, le président l'a choisi aussi, ça que ça le gêne non plus. Donc voilà. Après, on verra la suite Moi, ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qu'il va faire en tant que ministre de la fonction publique. La ratification de la loi de travail sera, selon toute vraisemblance, adoptée cet après-midi à l'Assemblée nationale. Écoutez de ce que disait Jean-Luc Mélenchon à propos de la contestation anti-loi travail, c'était samedi. La division syndicale nous a nui d'une manière incroyable dans la bataille. Honte à ceux qui en sont responsables, pas à ceux dont qui ont été les victimes. Vous vous sentez visé? Vous avez honte, Jean-Claude Mailly? Je pense qu'il me vise quand il dit ça. Moi, pas honte, non, mais lui devrait avoir honte de son comportement. Écoutez, moi, je crois que j'avais dit sur cette antenne que la France Insoumise, c'est un OPNI, un objet politique non identifié. On ne sait pas si c'est un mouvement, un parti politique, qui fonctionne un peu comme République En Marche, d'ailleurs. On est adhérents sans cotisation. Est-ce que ça se veut être un syndicat, donner des leçons en permanence? Non, écoutez, il peut dire ce qu'il veut, on continue. Mais vous n'admettez pas que vous avez été divisé quand même face à la loi travail? Et le mouvement politique, il n'est pas divisé? Il travaille avec qui, lui, et pourquoi il vous accuse, dans le fond, à votre avis? Parce qu'il est déçu. Il pensait que, je ne sais pas... je pense qu'il doit y avoir en partie de ça, parce qu'il avait annoncé 1 million, qu'il faudrait faire 1 million sur les Champs-Élysées, qu'il allait avoir une déferlante le 23 septembre. Il n'y a pas eu de déferlante le 23 septembre. Je ne dis pas qu'il n'y avait personne, il n'y a pas eu de déferlante. L'1 million sur les Champs-Élysées, ça ne s'est pas fait. Qu'il y ait eu des tactiques ou stratégies syndicales différentes dans la dernière période, oui, mais c'est pas la première fois. Écoutez, nous, on est à la fois fidèles sur les positions qu'on a défendues, et à partir du moment où on vous demande une discussion, que vous avez cette discussion ou une négociation, si vous dites à votre interlocuteur, je veux bien discuter, mais dans 15 jours je suis en grève, vous ne voulez pas discuter. Donc on a discuté. Là, vous décrivez oui, c'est ce que nous face avons à Emmanuel Macron et au gouvernement, c'est ce que nous avons fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord. J'ai dit que j'étais d'accord pour discuter, donc c'est pas pour aller manifester. Bah oui, si vous faites les deux en même temps, ça veut dire que vous ne discutez pas. Parce qu'il y a eu des dissensions même internes à Force ouvrière. Vous n'avez pas manifesté, puis vous avez manifesté. Oui, c'est pas très cohérent. Si, c'est cohérent. Si, c'est cohérent, parce que la manifestation a eu lieu quand les discussions étaient finies. Et il y a des points où on est forcément en désaccord sur, et d'ailleurs tous les syndicats. On parle de la fusion des institutions représentatives du personnel, du périmètre international, de la question prud'homale. Il y a une série de points où on a des désaccords de fond sur les ordonnances. Mais en même temps, quand on a discuté, on a fait bouger des choses. Écoutez, je prends un seul exemple. Si on n'avait pas discuté, la branche n'existerait plus aujourd'hui. Et tout le monde le reconnaît. Donc voilà, ça fait partie du rôle syndical. Et quel était votre but en adoptant cette tactique, c'est vrai, ou cette stratégie qui a surpris votre base? C'était que Force ouvrière, c'était que Force ouvrière redevienne centrale dans le jeu syndical. C'était ça votre but? Non, c'est pas l'objet. Écoutez, à partir du moment. C'est pas l'objet? Non, c'était pas l'objectif. C'est pas un objectif politique au sens de revenir central. C'était pas de redevenir un interlocuteur qu'est-ce qu'on peut faire et pas être dans la roue de la CGT?
Non, c'est pas obligatoire. Écoutez, l'unité d'action, ça dépend avec qui. Parfois, ça peut être avec la CGT, parfois on peut discuter avec d'autres. Moi, j'ai pas aucune préférence en la matière. C'est Force ouvrière qui détermine ses positions. Quand un président de la République candidat qui annonce des choses, qui dit qu'il va faire ces choses, qui accepte de discuter, on discute. Voilà, c'est valable au niveau national comme au niveau de l'entreprise, y compris sur les points sur lesquels on est en désaccord et qui demeurent. À Force ouvrière, on le répète, il y a ceux qui étaient pour les défilés avec la CGT ou d'autres, et qui sont allés d'ailleurs, et d'autres pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le mouvement syndical une forme de recomposition dans le fond? Non, vous savez, Force ouvrière, ça a toujours été comme ça. Vous savez, là, le 16 novembre, on a appelé à manifester, il y en a qui n'ont pas voulu y aller de Force ouvrière. Voilà, donc c'est Force ouvrière. C'est une organisation où c'est une véritable décentralisation, les structures se positionnent, et c'est vrai que dans la première période septembre, nous, on avait dit, non, on continue à discuter. Certains ont dit, non, nous, on souhaite manifester, ils ont manifesté. Voilà, ça fait partie du fonctionnement de Force ouvrière. Vous êtes raccommodé avec tout le monde chez vous? On n'est jamais raccommodé avec tout le monde. Jamais? Non, attendez, sinon ça veut dire qu'on n'existe pas. Ouais. Sinon ça veut dire qu'on n'existe pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, comme dit l'autre. La contestation, ça fait exister. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que le gouvernement peut crier victoire, en partie sur la loi travail. La contestation dans la rue n'a pas porté ses fruits. Les ordonnances vont être ratifiées et dans les entreprises, les nouvelles règles commencent à s'appliquer. Victoire, je ne dirais pas ça, puisque le dossier tel qu'il sort n'est pas celui qui était envisagé au début. Alors maintenant, il a réussi à faire une réforme du Code du travail comme il l'avait annoncé. Maintenant, oui, la fusion des institutions représentatives du personnel, ça va poser de nombreux problèmes. Mais vous savez, moi, on en parlait sur RTL à 7h, par exemple à la SNCF, ils sont très inquiets, nous disait Éric Vanier. Et ça va diminuer drastiquement les heures qui sont accordées aux syndicats pour représenter les salariés. Est-ce que c'est une atteinte aux droits des salariés d'ailleurs, cette fusion? La plus grande atteinte aux droits des salariés, c'est la suppression du comité d'hygiène, sécurité des conditions de travail. C'est ça le truc le plus important. On va attaquer en justice. D'ailleurs, nous, on attend que la loi soit parue au journal officiel pour attaquer sur ce point-là en justice. Ça, c'est une attaque aux droits des salariés. Après, pour le reste, il va falloir négocier, entreprise par entreprise, parce que sur le nombre d'heures, le nombre de délégués, le décret qui n'est pas sorti donne un plancher, si vous voulez. Il va falloir qu'on discute dans l'entreprise. La loi prévoit cette négociation, maintenant, oui, entreprise par entreprise. Bien sûr, sur le droit syndical, sur le nombre de délégués, sur le nombre d'heures et sur le nombre de représentants de proximité. Enfin, vous imaginez une entreprise, comme j'en ai visité, par exemple, de l'industrie automobile, où vous avez une chaîne, même la direction de l'entreprise souhaite qu'il y ait encore des représentants de proximité. Sinon, ils ne savent plus ce qui se passe dans les ateliers. Donc ça fait faire l'objet des négociations dans les semaines et mois à venir, puisque ça dépend du calendrier électoral des entreprises. Donc pour répondre à ce que nous expliquait tout à l'heure Éric Vanier sur RTL, le passage de 2200 équivalents temps plein à 1400 d'heures de délégation syndicale, c'est un plancher, reste maintenant SNCF et aux syndicats de négocier pour que ce soit plus. C'est ça? Oui, dans une entreprise de service la semaine dernière, par exemple, je sais qu'ils ont augmenté le nombre de délégués de 25% par rapport au projet de décret. Donc la négociation est ouverte là-dessus. Maintenant, il y a des entreprises où ce sera dur, c'est évident. Vous annoncez des recours en justice. Deux recours. La CFDT en a déposé un aussi la semaine dernière devant le Conseil d'État. Finalement, il est juridique maintenant, le combat. Il est presque plus juridique que dans la rue. Il n'est pas dans la rue, mais on a vu les mobilisations ces derniers temps, mais il est à la fois juridique et dans les entreprises, puisqu'il va falloir négocier entreprise par entreprise sur la mise en œuvre des différentes structures. Donc, et juridique également. Nous, on attaque sur la suppression du CHSCT et aussi sur le référendum dans les petites entreprises. Oui, donc c'est là que vous obtiendrez des avancées pour les salariés, plus ça dépendra des résultats juridiques, bien entendu. On ne sait jamais auparavant ce que ça donne. Mais en tous les cas, si on le fait, c'est qu'on pense qu'on a des chances de réussir. Alors viennent maintenant les réformes de la formation professionnelle, on le sait, le gouvernement va aller très vite, l'apprentissage et l'assurance chômage. Si le gouvernement dégainait à nouveau la procédure des ordonnances, vous l'accepteriez? C'est pas dans les tuyaux. C'est pas exclu. Écoutez, c'est pas ce qu'on... Oui, non, c'est jamais exclu, mais ce n'est pas dans les tuyaux, puisque sur la formation professionnelle, on négocie actuellement avec le patronat. Il y a une négociation ouverte avec le patronat. On a pris même 15 jours de plus que ce que prévoyait le gouvernement. Sur l'assurance chômage, on va commencer à discuter. Les lignes ont déjà bougé. C'est pas par rapport... Ça prend un peu de retard, non? Vous deviez avoir une première grande réunion à Matignon. Ça devait démarrer par l'assurance chômage. Ça devait démarrer. Qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Le gouvernement n'est pas stabilisé, comme on dit? C'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce qui fait qu'un indépendant a droit à l'assurance chômage? Quel est le critère qui fait qu'un indépendant a droit à l'assurance chômage, par exemple? Quels sont les critères pour que quelqu'un qui démissionne ait droit à l'assurance chômage?
Bon, le gouvernement ne parle plus d'étatisation, ça c'est un premier élément. Maintenant, c'est pas réglé sur le reste. Il a pris l'engagement aussi de ne pas diminuer les droits des chômeurs, que ce soit en durée d'indemnisation ou en prestation. Après, le reste, on va discuter. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est acquis. C'est déjà pas mal. Il n'y aura pas de baisse de cotisation. C'est promis, oui. Ni de durée, ni en montant équivalent. Donc, la procédure des ordonnances, vous dites, c'est pas dans les tuyaux. Moi, j'en ai pas entendu parler. On vous l'a dit. Non, j'en ai pas entendu parler. Et puis, donc, moi, peut-être d'ailleurs que sur l'assurance chômage, je n'exclus pas, moi, qu'il y ait aussi une négociation avec le patronat sur cette question-là. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement, quand même, Emmanuel Macron, montre des signes d'inflexion, quand même, par rapport à l'assurance chômage? Les retraites aussi, il a décalé d'1 an. Il est moins. Je pense. Il faudrait lui poser la question, mais je pense qu'il a aussi compris que mieux fallait discuter que de passer en force. Il l'a compris au départ. Il n'avait pas cet état d'esprit-là. Au départ, je rappelle qu'il voulait aller très vite sur les ordonnances. Juillet, habilitation et août, ratification. Bon, il a bougé son calendrier, il a accepté de discuter. C'est un élément positif, ça. Il prend en compte les corps intermédiaires, les syndicats. Il a changé un petit peu d'avis de ce point de vue. Sa culture n'est pas une culture sociale ni syndicale, mais je crois qu'il est assez pragmatique. Et être président de la République, c'est pas la même chose que d'être ministre de l'économie et des finances. Jean-Claude Mailly, il s'appelle Pascal Pavageau. Il vous succédera en avril, puisque vous quittez Force ouvrière après 14 ans de mandat. Qu'est-ce que vous ferez d'ailleurs après? C'est pas calé encore, mais je ferai quelque chose. On peut pas passer. Non, c'est encore trop tôt pour en parler, mais je peux pas. Donnez-nous un indice. Non, mais je demanderai rien au gouvernement. Voilà, je peux le garantir. Et lui, vous fera peut-être des propositions. Non, je suis pas c'est pas dans mon créneau, etc. Mais je peux pas passer de l'hyperactivité à rien. J'ai pas envie de faire une dépression, donc je ferai quelque chose, c'est sûr. Vie professionnelle. Oui, à côté, autre chose. Voilà. Vie politique. Ah non. Hein? Non, ça va. Et Pascal Pavageau, il a la réputation d'être plus dur que vous. Oh, écoutez, ça, il est en campagne. Même s'il est seul candidat pour le moment, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Et moi, je le soutiens, pour me succéder. Alors, en campagne, il faut qu'il fasse des discours, etc. Non, il se situera dans la même ligne. Dans la même ligne, progressiste. Réformiste, mais exigeant. Réformiste et exigeant. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Si nous n'avions pas discuté avec le gouvernement, la branche n'existerait plus dans notre pays, nous a dit notamment Jean-Claude Mailly. Il était normal de rencontrer le gouvernement. Et à FO, il y a une vraie décentralisation, vient de nous rappeler son secrétaire général. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver en intégralité sur le site rtl.fr.